Yalimadat à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous, le premier de cette année 2021. Je suis Ryan et je viens d'Aix-en-Provence. Le thème de la santé mentale a été abordé dans un épisode précédent. Celui-ci est toujours d'actualité car nous sommes tous, dans nos différents pays, soumis à des restrictions. L'impact que peuvent avoir ces restrictions sur notre bien-être varie en fonction des personnes et des situations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Nigar Ribot, membre du Aga Khan Health Board pour la juridiction de France. Elle abordera les questions de différence psychique de tout un chacun. Elle expliquera comment préserver sa santé mentale, comment contacter un professionnel compétent et terminera par définir ce qu'est la résilience. Yalimadat Nigar, bienvenue. Avant toute chose, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, Yalimadat. Je suis Nigar Ribot. Je suis médecin psychiatre, praticien hospitalier et chef de service à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Et je suis membre AKHB pour la juridiction de France. Merci. La crise sanitaire de la Covid-19 nous affecte tous d'une manière ou d'une autre. Mais sommes-nous tous égaux face à cette crise sanitaire ? Alors non, évidemment nous ne sommes pas égaux face à la crise sanitaire au plan de la santé mentale, pas plus qu'au plan physique d'ailleurs, ni au plan de nos paramètres de vie personnelle. En fait, l'individu arrive au monde avec des caractéristiques génétiques qui le déterminent et il se construit aussi en interaction avec son environnement et en fonction des événements de vie. Donc il faut considérer que l'appareil psychique se construit tout au long d'une vie, comme l'appareil physique, en fonction de paramètres génétiques et innés et en fonction des interactions avec les éléments extérieurs. Donc il se construit selon des étapes tout au long de la vie et il y en a une qui est très importante, c'est celle de l'attachement. La théorie de l'attachement est issue des travaux d'un psychiatre anglais qui s'appelait John Bowlby et qui dit que cet attachement se construit pendant les 10 premiers mois de la vie d'un bébé. Donc le bébé, il va être en lien avec une figure d'attachement principale qui est souvent sa mère, mais qui peut être aussi son père ou une autre figure qui s'occupe de lui. Et donc, en fonction de la façon dont cet attachement va se construire, c'est-à-dire si la figure d'attachement est disponible, qu'elle répond bien aux besoins de l'enfant et que le lien est rassurant, alors l'enfant aura confiance en cette base et il pourra explorer avec curiosité et courage le monde environnant et les relations aux autres et les autres figures, donc potentielles d'attachement. Si cet attachement est sécure, ça va impacter favorablement toutes les interactions à venir dans la vie de la personne. Par contre, si cet attachement est insécure, c'est-à-dire que la figure d'attachement n'est pas disponible ou dépressive ou absente, eh bien, les modalités d'interaction avec le monde et les autres sera plus connotées par l'anxiété et par la peur. Donc ça, c'est une étape de structuration d'une personnalité. Il y en a d'autres, mais disons qu'on va faire face au confinement et à la crise sanitaire en fonction de sa personnalité. Si on est quelqu'un de plutôt réservé, de solitaire, et que les éléments financiers et d'environnement sont plutôt positifs, eh bien, on pourra très bien vivre le confinement. A l'inverse, si les interactions sociales remplissent notre vie et conditionnent notre bien-être de manière très importante, alors on vivra pas très bien l'isolement et le confinement. Ça, ce sont des paramètres de personnalité, mais bien sûr, il y a aussi les paramètres de vie qui vont impacter au plan psychique les personnes. Par exemple, les jeunes sont plus fragiles. Souvent, ils sont éloignés du domicile des parents pour faire leurs études. Ils ont parfois besoin de travailler à côté des études pour arrondir les fins de mois. Et actuellement, d'une part, le rythme des études est complètement désorganisé. L'avenir devient incertain. Et puis, les petits boulots, il n'y en a plus, donc il n'y a pas d'argent. Et ils sont loin, donc ils sont plus fragiles, plus exposés à la survenue de troubles anxieux ou autres. On peut aussi penser par exemple que les femmes qui vivent seules avec des enfants
seront plus vulnérables, ce sera plus difficile pour elles. Les personnes âgées qui sont isolées en ce moment ne le vivent pas très bien et peuvent présenter des éléments dépressifs ou ce qu'on appelle un syndrome de glissement du fait de l'isolement. Les personnes aussi qui vivent dans un logement étroit ou qui ont de gros problèmes financiers seront plus fragiles psychiquement. Donc tous ces facteurs font que on va faire face de manière différente à cette crise sanitaire au plan de la santé mentale. Très bien. Donc chacun est différent sur le plan psychique. Quels conseils pourriez-vous partager avec nous pour préserver notre santé mentale ? Alors déjà, si on a des troubles psychiques connus et qu'on est en soins, surtout, il ne faut pas interrompre ces soins. Il faut bien prendre ces traitements et rester en lien avec les thérapeutes. Parfois, la consultation présentielle est rendue difficile par le confinement et la crise sanitaire, mais des téléconsultations sont proposées qui sont tout à fait efficaces et donc il ne faut surtout pas interrompre le lien avec les thérapeutes. Sinon, pour tous les autres, d'une manière générale, nous sommes confrontés à deux problématiques. La première, c'est celle de l'incertitude. Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce qu'un de mes proches va tomber malade? Combien de temps ça va durer? Et puis la deuxième problématique, c'est celle de l'isolement. Donc on est tous obligés de restreindre nos relations sociales, donc on est plus isolés. Et ces deux problématiques nous exposent à des émotions qui sont naturelles, la peur et l'anxiété. Et ce à quoi il faut être vigilant, c'est que ça ne s'installe pas dans la durée, que ça ne devienne pas quelque chose qui affecte gravement notre quotidien. D'une manière habituelle, le cadre social, le cadre de notre vie sociale et familiale, les rythmes de notre vie structurent notre psychisme. En ce moment, tout ça est complètement désorganisé. Donc il faut intégrer ces cadres à l'intérieur de nous et s'astreindre à tenir des rythmes de vie. Respecter le rythme du sommeil, le rythme des repas, se faire à manger des repas gourmands et diététiques, cadrer le temps de l'activité professionnelle, intégrer dans l'emploi du temps l'activité sportive, l'activité de loisirs, de culture, rester connecté avec ce qu'on aime par tout un tas de dispositifs maintenant familiers. Voilà, donc il faut garder ces rythmes pour, je pense, à un repère particulier pour nous qui est celui de la fréquentation du Jamaat Khana le soir actuellement compromise, mais les repères peuvent être intégrés dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on peut le soir faire la cérémonie, respecter le déroulé de la cérémonie à l'intérieur de notre foyer et donc tenir ce repère. On peut aussi on sait que certaines activités artistiques réduisent le stress. Par exemple, la peinture, le dessin, ça détend. Donc, ne pas hésiter à les intégrer dans notre quotidien. Construire un projet spécifique à cette période, quelque chose qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas été dans cette situation de crise sanitaire. Par exemple, écrire un livre ou apprendre une nouvelle langue ou apprendre à jouer d'un nouvel instrument, quelque chose qui va marquer de façon positive cette période quand même. On peut aussi apprendre à méditer. On sait que la méditation de pleine conscience est un facteur très important dans la réduction du stress. On l'utilise dans les techniques de soins aujourd'hui et les études montrent un impact biologique sur le cerveau qui est vraiment très favorable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer aussi. L'altruisme, la compassion, aider les autres sont aussi des facteurs importants pour l'estime de soi, pour amener quelque chose de positif dans notre quotidien. Après, si la peur et l'anxiété, malgré tout ça d'organisation quotidienne, prennent beaucoup de place et deviennent invalidants, alors il faut être attentif à la survenue d'un trouble psychique. Il y a une énorme ignorance au sujet des troubles psychiques. On pense que c'est des questions de caractère, de volonté, etc. Alors que le trouble psychique, c'est un vrai système pathologique qui impacte les émotions, les pensées, la cognition,
le comportement et donc la vie globale, la vie sociale, familiale d'un individu. Par exemple, si on prend comme exemple la dépression. Dans la dépression, les émotions, ça va être la tristesse, l'abattement, les pensées vont être négatives avec des ruminations, de la culpabilisation. La cognition, on a du mal à se concentrer, à être attentif, à prendre des décisions. Et le comportement, c'est un retrait très important. Donc en fait, la personne, elle va rester dans son lit et elle ne fait plus rien. Et dans notre système de vie où on pense qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, eh bien on va dire c'est un fainéant, il ne faut plus rien, il faudrait qu'il se bouge, etc. Alors qu'en réalité, c'est une vraie maladie avec des paramètres biologiques et des paramètres de personnalité et des paramètres d'environnement. Donc il faut aller se soigner si on est confronté à un trouble psychique. Des personnes qui sont particulièrement exposées, par exemple les personnes qui ont perdu un être cher. Donc pendant cette période, on peut pas aller voir, on n'a pas pu aller voir la personne pendant qu'elle était malade, et puis elle est décédée et les rituels n'ont pas pu être effectués comme d'habitude. Donc tout ça, ça fait que le deuil est encore plus difficile et que la personne qui vit ça, elle est plus fragile. On peut penser aussi aux soignants. Les soignants qui sont confrontés toute la journée à des maladies graves, qui voient beaucoup de morts pendant leur travail et qui exposent leur vie au service des autres, eh bien ce sont des personnes qui sont plus exposées au burn-out, au stress post-traumatique et donc plus vulnérables. Et puis il y a aussi des personnes qui vont tout à coup, alors qu'elles semblaient aller plutôt pas mal, semblaient être adaptées et se porter bien, et elles vont changer de comportement. Donc des personnes qui vont se mettre à avoir très 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 peur, ou au contraire qui vont devenir très violentes alors qu'elles ne l'étaient pas habituellement. Et d'ailleurs on entend en ce moment que les violences domestiques et familiales sont très importantes. Ça peut aussi être un signe de souffrance psychique. Donc dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à consulter auprès d'un professionnel de santé mentale. Pour ceux qui souhaitent consulter un professionnel en France, comment doit-on s'y prendre ? Le premier interlocuteur, c'est le médecin généraliste. Le médecin généraliste, il fait partie d'un réseau. Donc il a son réseau de spécialistes, dont les psychiatres, psychologues et professionnels de santé mentale. Il va savoir orienter vers le professionnel dont on aura besoin. Il va particulièrement orienter au centre médico-psychologique, puisque ça se trouve dans le quartier en fait. Le centre médico-psychologique fait partie du dispositif de soins publics en France. Et il faut savoir que la psychiatrie en France est sectorisée. Donc chaque commune est rattachée à un secteur de psychiatrie qui fait partie d'un pôle. Dans ce secteur de psychiatrie, il y a une offre de soins intra-hospitalière, c'est l'hospitalisation, donc il y a un hôpital psychiatrique qui est rattaché à chaque commune. Et puis il y a une offre de soins ambulatoires très importante à proximité du domicile. Donc il y a le centre médico-psychologique qui est le pivot des soins, où tout est coordonné et où on peut rencontrer une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a des médecins psychiatres, il y a des psychologues, des infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, enfin tout un panel de professionnels. Et les soins sont pris en charge complètement par la sécurité sociale. Donc, à partir du CMP, on va proposer des soins adaptés à la personne. Un traitement médicamenteux, mais aussi des soins psychiques plus étoffés. Dans chaque commune, il existe un hôpital de jour, par exemple, pour des personnes qui sont très souffrantes, qui peuvent y aller toute la journée, où il y a la prise d'un repas, la prise du traitement et des activités thérapeutiques adaptées. Il existe aussi des centres d'activités thérapeutiques à temps partiel pour des personnes qui sont pas assez malades pour aller à l'hôpital le jour, mais qui ont besoin quand même de soins qui viennent rythmer la semaine. Et donc là, on propose des activités thérapeutiques et un retour au lien social, on va dire. Ça peut permettre de sortir de l'isolement. De plus en plus maintenant, dans ce service public de psychiatrie, il existe des équipes mobiles. Donc les équipes mobiles, elles viennent à la rencontre de la personne. Elles peuvent venir au domicile ou dans un lieu à proximité du domicile
du choix de la personne. Ça peut être par exemple au square du coin, au jardin ou au café quand les cafés sont ouverts. L'équipe vient vers la personne. Plus particulièrement, ce dispositif existe pour les jeunes de 18 à 25 ans et pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui parfois se déplacent plus difficilement. Donc il ne faut pas hésiter, soit en passant par le médecin traitant, soit à chercher même le centre médico-psychologique de son quartier. Le système public est très étoffé en France. Malheureusement, il est saturé, tout le monde le sait. Donc, la plupart des hôpitaux psychiatriques ont mis en place des plateformes d'appels téléphoniques pour que la saturation du système n'empêche pas les gens de faire une demande de soins. Donc, il y a quelques numéros qui ont été créés pendant le confinement en particulier. Il y a SOS Confinement qui est pour tous, donc pour soi ou pour quelqu'un qu'on connaîtrait qui n'irait pas bien. C'est un numéro national. Il y a aussi des numéros pour les familles qui constatent que leur proche ne va pas bien et qui ne savent pas où s'adresser. Donc c'est un numéro qui est accessible pour les familles et aussi pour les personnes, si jamais on décide soi-même d'appeler. Il y a un numéro spécial pour les soignants, pour les victimes de violences et pour les personnes qui craignent d'être violentes. Donc quelquefois on peut sentir qu'on va péter les plombs et qu'on va tout casser. Donc au lieu de tout casser, on peut décrocher le téléphone et se faire aider parce que la violence, c'est souvent l'autre face d'une énorme souffrance, d'une grande tristesse ou d'une grande dépression. Donc il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone et à appeler ces numéros. On espère, tous les professionnels de santé mentale sont inquiets actuellement des conséquences de la crise sanitaire et on espère avoir rapidement plus de moyens pour soigner la population. Par rapport au Jamaat, les personnes qui sont en situation de souffrance peuvent aussi contacter AKHB. Et si vous écrivez à cette adresse, on vous répondra et on vous aidera à aller jusqu'au dispositif de soins nécessaires et adaptés. Enfin, on entend de plus en plus le terme de résilience. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Alors, la résilience, elle s'attache au départ aux matériaux. On dit d'un matériau qu'il est résilient s'il absorbe un choc violent sans se casser. Le concept de résilience est adapté, a été repris par la psychologie et la psychiatrie depuis quelques dizaines d'années. Et en fait, il est toujours rattaché aussi à la notion de traumatisme. Donc, un traumatisme, c'est la conséquence d'une situation qui a affecté gravement l'intégrité physique ou psychique d'un individu. Un traumatisme, ça laisse des traces dans l'organisme et ça affecte, ça altère durablement le bien-être d'une personne. Donc, en France, le concept de résilience a été beaucoup amené par Boris Cyrulnik dans les années 90. Et Boris Cyrulnik prend régulièrement 3 exemples quand il parle de résilience. Le premier, c'est celui des enfants roumains. Donc, dans les années 90, en Roumanie, pour soutenir le taux de natalité, il était demandé aux familles d'avoir au moins 5 enfants. Et en fait, toutes les familles n'étaient pas en capacité de s'occuper de 5 enfants. Donc, un certain nombre d'enfants a été placé dans des orphelinats. Et Boris Cyrulnik a visité ces orphelinats avec Médecins du Monde. Et il a rapporté que ces enfants présentaient de graves troubles du comportement en lien avec des privations sensorielles. Parce qu'en fait, privations affectives. Parce que ces enfants étaient confiés à des gardiens qui leur donnaient à manger ou qui pouvaient les laver, mais qui ne jouaient pas avec eux, qui ne leur donnaient pas d'affection. Et donc ces enfants présentaient des troubles du comportement, type de balancement ou bien à se taper la tête sur les barreaux du lit ou à se mordre, des comportements de type autistique avec un repli important et aussi une dimension d'agressivité auto ou hétéro.
Donc Boris Cyrulnik a demandé à ce que ses enfants aient un scanner cérébral et cette imagerie a montré que des zones du cerveau étaient atrophiées. Certaines zones ne s'étaient plus développées, voire même étaient atrophiées, et notamment le système frontolimbique, qui est le circuit des émotions. Donc ces enfants, ensuite, ils ont été placés dans des familles d'accueil, et un an plus tard, un scanner a été proposé de nouveau à certains enfants. Et là, on a vu que en fait, l'atrophie avait disparu, et que le développement avait repris. Donc ce que dit Boris Cyrulnik, c'est que la résilience, c'est la reprise d'un développement après une agonie psychique. C'est pas un caractère inné, c'est la reprise d'un développement. Donc j'y reviendrai. L'autre exemple que prend Boris Cyrulnik, c'est celui des soldats. Des soldats qui partent en guerre et qui vivent des choses extrêmement traumatiques. Il y en a certains parmi ces soldats qui vont avoir la capacité d'écrire ou de raconter ce qu'ils vivent. Et les études montrent que ceux-là, dans leur vie future, quand ils sont revenus à une vie normale, ils s'en sortent pas trop mal. A l'inverse, ceux qui n'ont pas été en capacité d'élaborer autour des situations traumatiques qu'ils vivaient, eh bien ceux-là, ils gardaient des séquelles à type de stress post-traumatique ou de rumination longtemps après être revenus à une vie normale. Le troisième exemple, c'est celui de la terre brûlée. Donc une terre, on imagine une terre complètement dévastée par le feu, où tout est détruit, tout est rasé, il n'y a plus rien. Et bien au bout d'un certain temps, la végétation va revenir, de nouvelles espèces vont se développer, le développement reprend. Et donc la résilience, c'est la reprise d'un développement, et c'est plurifactoriel. Donc ça dépend de facteurs personnels, donc biologiques, mais aussi des facteurs d'adaptation ou de sublimation. Ça dépend aussi de facteurs familiaux. Donc la famille, c'est un espace de soutien, de réconfort et de communication. Et puis aussi de facteurs socio-culturels, donc une communauté, un groupe. Par exemple, les groupes de parole, c'est très aidant, même si on ne parle pas, parce qu'on entend d'autres qui évoquent des situations proches de celles qu'on vit, et ça aide à élaborer sur ces situations traumatiques. Un groupe, par exemple, un sportif aussi, ça peut être facteur de résilience, un groupe communautaire, y compris de religion, etc. Donc la résilience, c'est la reprise d'un développement plurifactoriel, personnel, familial, socioculturel. Et pour illustrer cette idée de la résilience, je vais vous proposer une vidéo sur le kintsugi. Le kintsugi, en fait, c'est l'art de la résilience. C'est une pratique japonaise qui remonte au XVe siècle, qui consiste à réparer des objets brisés, donc des pots ou des objets en céramique ou en porcelaine qu'on répare avec de la poudre d'or. Et c'est une technique de soin qu'on intègre parfois dans les services de psychiatrie. Et je vous invite à regarder cette vidéo qui parle du kintsugi.
Bon, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été réalisée par une association qui accompagne principalement des victimes de traumas sexuels. Mais j'ai choisi de vous la montrer quand même parce qu'elle décrit très bien le mécanisme du trauma. Donc au début, on voit cette petite fille dont la vie est brutalement brisée. Et on voit que les morceaux sont ramassés et rangés. En fait, il n'y a pas de moment de consolation de l'enfant. Souvent, dans le trauma, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on chasse la scène et on essaye de passer à autre chose. Après, on la voit qui grandit et qui subit des réviviscences de ce trauma. Ce souvenir qui revient de manière lancinante sur des occasions de la vie tout à fait banales. Jusqu'au jour où on la voit qui s'arrête devant cet atelier de kintsugi et où on voit l'espoir que peut-être quelque chose pourra s'arranger, être réparé. On la voit qui hésite et puis finalement elle vient avec ses morceaux et quand elle tend les morceaux au thérapeute, parce que c'est la figure de thérapeute qui est dans cet atelier, on voit de l'appréhension dans ses yeux et de la peur. Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'il va vraiment m'aider? Et ensuite, on la voit qui répare son objet. Donc, c'est elle qui fait. C'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il soutient. C'est elle qui répare. Et elle recolle les morceaux avec de la poudre d'or. Et la poudre d'or, ça symbolise les valeurs. On se reconstruit sur nos valeurs. Et donc, ça prend du temps. On voit qu'il y a plusieurs séances. Et puis à la fin, cet objet réparé, il est beau. On ne va pas le remettre au placard. On le met dans une vitrine et on l'expose. Et donc tout ça pour dire que nos blessures, elles nous rendent peut-être pas plus forts, mais en tout cas, elles nous enrichissent en humanité. Elles peuvent nous rendre plus beaux et plus brillants pour un futur meilleur. Voilà ce qu'est la résilience. Merci beaucoup Nigar pour votre temps et vos précieux conseils. Pour rappel, il est important de prendre soin de sa santé mentale, tout comme de sa santé physique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.